particulièrement le professeur Jamal Belkhadir pour son aimable invitation. Et c'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de vous parler d'un sujet peut-être un petit peu moins conventionnel que celui qui a été présenté jusqu'à présent, qui sont les relations du diabète avec l'os. Et pour commencer d'abord, vous rappeler que le diabète est un très grand pourvoyeur de maladies rhumatismales. La liste que nous avons ici est une liste non exhaustive. Je ne vais pas vous parler de tous ces sujets qui sont multiples. Et nous allons en fait nous focaliser sur quelque chose de beaucoup plus récent. Ces maladies sont anciennes, elles sont connues. Mais ce qui est beaucoup plus récent et ce qui fait l'actualité, pour les rhumatologues en tout cas, de la réalité du diabète, c'est l'atteinte de l'os, l'ostéoporose jusqu'à présent, mais on va voir en fait qu'on est beaucoup plus large que le domaine de l'ostéoporose et qu'il y a une très grande actualité des relations du diabète avec l'os. Je vais donc, les précédentes présentations très brillantes qui m'ont précédé ont fait le point sur un grand nombre de sujets bien connus des diabétologues, et je vais donc centraliser mon sujet sur deux objectifs. Le premier est d'essayer de mettre en évidence les mécanismes par lesquels le diabète fragilise l'os, qui est une notion qu'on n'avait peut-être pas suffisamment jusqu'à présent, et augmente le risque de fracture chez le diabétique, fracture qui apparaît aujourd'hui et qui est absolument confirmée comme étant une autre complication importante du diabète et qui est donc une notion qu'il faut absolument avoir aujourd'hui. Et puis, beaucoup plus rapidement, je terminerai ma présentation sur 2 ou 3 diapositives, mais qui sont véritablement l'actualité aujourd'hui du diabète, c'est de montrer que l'os n'est plus simplement ce réservoir de calcium que l'on connaissait jusqu'à présent, mais est devenu, depuis 2007, donc vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement récent, depuis les travaux d'un Américain, Karsanti, présentés en 2007 et qui aujourd'hui sont en train d'être démontrés également chez l'homme, eh bien on va montrer que l'os est une véritable glande endocrine qui est capable d'agir sur le diabète et sur le métabolisme énergétique, ce qui est évidemment une actualité tout à fait intéressante. Nous allons donc, pour aborder le premier point, essayer de montrer que l'os du diabétique est fragile. L'os du diabétique est fragile, donc le diabétique peut faire des fractures, et la fracture chez le diabétique est une grande réalité, mais qui a été très longtemps sous-estimée. Et en fait, si je ne prends que quelques études, il y en a beaucoup aujourd'hui dans la littérature, mais j'ai voulu simplement faire le plus simple possible et focaliser sur quelques messages importants, eh bien vous voyez que cette étude longitudinale menée pendant 7 ans chez des femmes diabétiques de type 2 montre qu'il existe un surrisque de fracture, que cette étude rétrospective de la Mayo Clinic sur 10 ans, toujours chez des diabétiques de type 2, montre également la réalité de la fracture, qu'il s'agisse de tout type de fracture ou de la fracture de hanche. Donc vous savez évidemment le pronostic beaucoup plus sévère quand il s'agit d'une fracture de hanche. Et puis cette méta-analyse, qui est très intéressante parce qu'elle fait la différence entre le diabétique de type 1 et le diabétique de type 2. Et vous voyez que le diabétique de type 1 a un surrisque de fracture, et en particulier de fracture de hanche, qui est beaucoup plus important que les diabétiques de type 2. Donc, vraisemblablement, une différence à faire entre les diabétiques de type 1 et les diabétiques de type 2. Et plutôt que de vous parler de traitement, de diagnostic, ce qui a déjà été fait, puisqu'on sait aujourd'hui que le traitement de l'ostéoporose du diabétique conserve les règles générales du traitement de l'ostéoporose, j'ai choisi plutôt de vous parler de concepts pour vous mener à la réalité de la fragilité de l'os chez le diabétique et des mécanismes qui font que peut-être dans les années à venir, nous aurons une modification des traitements, non seulement de l'ostéoporose du diabétique, mais peut-être aussi du diabète lui-même. Alors, je voudrais vous rappeler très brièvement la constitution de l'os. La constitution de l'os, dans lequel il y a d'abord un tissu ostéoïde avec des cellules fonctionnelles. Et les cellules fonctionnelles, comme vous le savez, qui fabriquent l'os, et la substance ostéoïde, qui est une substance encore fragile, parce qu'elle n'est pas encore minéralisée, ce sont les ostéoblastes. Alors, je passe sur tous les mécanismes qui mènent des cellules bordantes aux ostéoblastes, mais on va retenir que les ostéoblastes sont des cellules ostéoformatrices et qu'il faudra ensuite, pour que l'os soit minéralisé, donc la matrice osseuse minéralisée, que les cristaux d'hydroxyapatite viennent se fixer sur les fibres de collagène de type 1 pour pouvoir avoir une substance osseuse qui est une substance minéralisée, qui est véritablement la substance osseuse. Mais deuxième cellule extrêmement fondamentale également dans le métabolisme de l'os, ce sont les ostéoclastes. Les ostéoclastes, ce sont ces très grandes cellules
multinucléés qui vont avoir le rôle inverse de celui des ostéoblastes, qui est celui de résorber l'os. Et en fait, quand on regarde le mécanisme physiologique de l'os, eh bien l'os est en remodelage osseux permanent. L'os est un tissu vivant qui est en remodelage osseux continuel. Et il va y avoir de façon permanente 4 phases qui se succèdent. La résorption qui est assurée par ces très grandes cellules, les ostéoclastes, puis une phase d'inversion, puis une phase de formation qui est assurée par les ostéoblastes, puis une phase de quiescence. Et vous voyez que lorsqu'il y a un équilibre entre la formation et la résorption, on revient à une situation de départ, mais il suffit que l'une de ces formations soit évidemment remise en question, soit l'ostéoclastose, et on aura à ce moment une destruction de l'os, soit l'ostéoblastose, et on aura une hyperformation osseuse. Mais cette hyperformation osseuse n'est pas forcément de l'os de qualité, parce que la substance ostéoïde, tant qu'elle n'est pas minéralisée, n'est pas une substance solide. Et donc, il faut véritablement, pour que l'os soit un système solide, qui est celui qui assure son rôle de charpente osseuse, il faut que toutes ces phases soient équilibrées et qu'il n'y ait pas de déséquilibre d'une façon ou d'une autre. Et puis, ce qui est très important, vous voyez que ce remodelage osseux permanent est un processus au coût énergétique très élevé, ce qui explique donc que ces cellules et ce mécanisme va demander une consommation énergétique extrêmement importante, ce que des endocrinologues, et en particulier dans le cas du diabète, comprennent évidemment parfaitement. Et tout ce système sur cette diapositive qui peut vous paraître compliqué, mais que je vais simplifier de façon extrêmement schématique, le remodelage osseux est un remodelage qui est contrôlé et régulé en permanence. Et là, je vous mets uniquement les 2 cellules importantes, l'ostéoblaste, formateur, l'ostéoclaste, résorpteur. Et vous avez entre les deux un équilibre qui se fait par tout un système hormonal, les œstrogènes, dont vous savez le rôle ostéoformateur, mais aussi la vitamine D, l'aparathormone, l'insuline. L'insuline est indispensable au remodelage osseux et en particulier dans le rôle de résorption. Et chez le diabétique, il va y avoir non seulement une baisse de la formation, mais aussi un arrêt de la résorption, donc une modification de la résorption osseuse et du remodelage osseux qui va remettre en question la qualité de la formation de l'os. Et vous voyez ostéoprotégérine, qui est l'hormone qui assure la formation osseuse, et le système RANK-RANK-ligand, qui est un système sous la dépendance de l'insuline et qui va favoriser la formation et l'activation des ostéoclastes. Ce qui est important ici, ce que je vous montre ici, c'est l'acidité. Cette acidité, je vais vous montrer l'importance de cette acidité dans quelques diapositives, et cette acidité est absolument indispensable à l'activité de l'ostéoclaste, et on va le voir, à l'actualité aujourd'hui de la formation osseuse et d'une hormone que nous avons vue tout à l'heure, qui est l'ostéocalcine. Ostéocalcine qui est connue comme marqueur de la formation osseuse, mais dont on va voir aujourd'hui qu'elle a une importance bien plus importante et qu'elle est considérée véritablement comme une hormone. Alors justement, après avoir vu ces quelques concepts, on va essayer de synthétiser et de dégager ce qui est important à retenir. Ce qui est important à retenir, c'est que l'os du diabétique est fragile. Et il est donc important chez un diabétique de faire un dépistage de la déminéralisation osseuse et de l'ostéoporose du diabétique. Le diabète, en effet, peut affecter directement les composants du tissu osseux, ce que nous venons de voir. Et donc le diabète, quel qu'il soit, de type 1 ou de type 2, peut dégrader progressivement la fonction des cellules. Et nous avons vu ces 2 grandes cellules, pour résumer, l'ostéoblastose, l'ostéoclastose, l'ostéoblaste et l'ostéoclaste. Et puis, il peut altérer la matrice organique, ce qui va conduire à des anomalies quantitatives, mais aussi des anomalies qualitatives de formation de l'os, qui va donc devenir fragile et exposé aux fractures. Je vous montre ici, sur cette diapositive sur laquelle je reviens, vous voyez la formation ici osseuse qui est du tissu ostéoïde non minéralisé chez le diabétique, alors qu'ici, vous voyez, chez le contrôle, on a beaucoup moins de formation d'ostéoïdes. Et vous voyez que ce tissu ostéoïde, tant qu'il n'est pas minéralisé, est un tissu fragile qui peut conduire à la fracture osseuse. Alors, les voies métaboliques qui sont altérées au cours du diabète sont multiples. Je ne vais pas les reprendre une à une. Vous voyez qu'elles sont nombreuses. En disant peut-être, en insistant sur la formation des radicaux libres et l'inflammation qui va jouer un rôle important, on va y revenir tout à l'heure, par le biais de la masse grasse et notamment des adipokines. Mais également, et ça vous le savez,
l'accumulation des produits de glycation avancée. Ces produits de glycation avancée vont se fixer sur les molécules de pontage entre les fibres de collagène et vont rigidifier les matrices. C'est ce qu'on appelle le phénomène de caramélisation, que les endocrinologues connaissent bien également, qui vont rigidifier donc la substance osseuse et qui vont exposer à des fractures. Et puis bien sûr, vous le savez très bien également, comme pour tous les autres organes, le tissu osseux est vascularisé et innervé, et chez le diabétique, il subit donc les conséquences de la microangiopathie et de la neuropathie périphérique, ce qui va évidemment le fragiliser. Et puis on a vu tout à l'heure tous les axes de régulation. Eh bien, tous ces axes peuvent être évidemment altérés par le diabète, notamment l'insuline grosse facteur ou les stéroïdes sexuels, mais aussi les hormones adipocytaires. Un mot sur le traitement. L'insuline est ostéoformatrice, elle réduit le risque de fracture chez le diabétique, mais il y a eu une actualité sur les thiazolidinediones, que vous connaissez bien, qui sont des molécules qui ont été retirées du marché en France en 2010, qui sont encore utilisées de manière restreinte aux États-Unis, parce que leur risque de fracture est apparu 2 fois plus important que pour les autres antidiabétiques, parce qu'il y avait une différenciation des cellules souches mésenchymateuses vers la ligne adipocytaire aux dépens de la lignée ostéoblastique. Et l'actualité aujourd'hui, c'est que cette notion est remise en question aux États-Unis et que peut-être on verra dans les années à venir le retour de ces molécules dans le traitement du diabète. Il me semblait intéressant d'en parler. Alors finalement, altération de la microarchitecture osseuse avec augmentation de la porosité corticale et finalement l'apparition de fractures avec des propriétés biomécaniques moins bonnes, hyperglycémie et glycation, mais aussi neuropathie et microangiopathie. Et finalement, si on fait la différence entre le diabétique de type 1 et le diabétique de type 2, vous voyez hyperglycémie dans les 2 cas, mais déficit ici, résistance à l'insuline plutôt ici. Ici, dans le diabétique de type 1, chez le jeune, ce qui va affecter l'acquisition du pic de masse osseuse. Et la masse osseuse est extrêmement importante à l'acquisition à la fin de l'adolescence, puisque plus on acquiert de la masse osseuse, plus on résiste au phénomène de dégradation de l'os, moins elle est importante, évidemment, plus le risque est important. Ici, au contraire, vous voyez que l'indice de masse corporelle est diminué chez le diabétique de type 1, alors qu'il est élevé dans le type 2, ce qui peut protéger contre les impacts. Et on retrouve ici les mécanismes qui conduisent à la déminéralisation osseuse, avec chez le diabétique de type 2 un effet anabolique de la résistance à l'insuline, et puis une augmentation des œstrogènes, de la leptine, de l'adiponectine, qui explique que l'ostéodensitométrie peut être élevée chez le diabétique de type 2. Alors en effet, quand on regarde la densité minérale osseuse, elle est toujours beaucoup plus augmentée chez le diabétique que chez le contrôle. En cas de fracture, elle reste quand même basse, ce qui fait que l'utilisation de l'ostéodensitométrie reste utile chez le diabétique. Qu'en est-il du FRAX? Le FRAX, c'est l'outil d'évaluation du risque de fracture chez tout individu. Et quand on regarde le FRAX, eh bien, on s'aperçoit en fait que le risque de fracture et la fracture réelle est plus importante que celle évaluée par le FRAX chez le diabétique. Et on sait aujourd'hui que quand on regarde les données du FRAX, eh bien, les éléments sur lesquels on évalue le FRAX ne prennent pas en compte le diabète. Il n'y a aucune mention du diabète qui est faite dans le FRAX. Aujourd'hui, il y a des travaux qui s'intéressent au FRAX et à l'importance du rôle du diabète. Et on recommande aujourd'hui en fait de cocher la case glucocorticoïde ou polyarthrite rhumatoïde pour avoir une évaluation beaucoup plus précise du risque fracturaire. Je terminerai beaucoup plus rapidement sur le deuxième objectif, qui est de montrer que l'os est une véritable glande endocrine. Et en effet, il y a, depuis 2007, une véritable révolution dans la compréhension du métabolisme énergétique, et l'os apparaît comme un acteur clé de la régulation de la glycémie. L'os, en effet, a été considéré, comme vous le savez, pendant longtemps, comme un réservoir de calcium. On sait aujourd'hui que c'est un nouveau tissu endocrine qui est capable de libérer des hormones et qu'il participe activement au métabolisme glucidique en régulant la sécrétion et la sensibilité à l'insuline et le métabolisme du tissu adipeux ainsi que la dépense énergétique. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un lien entre masse grasse, leptine, os et sécrétion d'insuline. Et je voudrais vous montrer cette diapositive qui était un travail fait chez des souris. C'est la première par laquelle a commencé cette recherche qui est en cours depuis aujourd'hui 2007. Adipocyte sécrète la leptine qui se fixe sur son récepteur, sécrétion d'un médiateur, la sérotonine,
activation du système nerveux sympathique, action sur les ostéoblastes adrénergine bêta-2 récepteurs, diminution de l'ostéocalcine, diminution de l'insuline. Et l'ostéocalcine apparaît ici comme un véritable régulateur, comme une hormone régulatrice de la sécrétion de l'insuline. Et à partir de ces travaux, on peut synthétiser, et ce sera ma dernière diapositive, on peut synthétiser aujourd'hui le rôle métabolique de l'insuline, encore chez les souris, mais en démonstration chez l'homme aujourd'hui, qui montre que l'ostéoblaste est au cœur des effets métaboliques de l'os sur les tissus périphériques, que le pancréas sécrète l'insuline se fixe sur son récepteur, inhibe l'ostéoprotégérine qu'on a vu tout à l'heure, et en inhibant l'ostéoprotégérine, elle permet l'activation de l'ostéoclaste et du pH acide. Rappelez-vous tout à l'heure le pH acide de l'ostéoclaste, qui va activer l'ostéocalcine inactive, qui est une ostéocalcine carboxylée, en ostéocalcine active décarboxylée, sous l'effet d'enzymes vitamine K dépendantes, et on vous parle aujourd'hui beaucoup de la vitamine K dans le métabolisme de l'os. Et vous voyez ici, autorégulation par le pancréas de l'insuline, mais aussi activité sur les adipocytes et libération de l'adiponectine. L'adiponectine, comme vous le savez, étant importante pour la sensibilisation à l'insuline. Et vous voyez donc une boucle bouclée sur l'effet de ces, et évidemment, les adipocytes sécrètent aussi la leptine, et nous rejoignons l'activité que nous avons vue tout à l'heure sur l'effet de la leptine. Et je conclurai en rappelant que l'on voit aujourd'hui une émergence d'une pathologie fracturaire dont la réalité n'a été mise en évidence que récemment, que les effets du diabète sur l'os sont complexes, car ils s'intriquent avec les troubles associés de la nutrition, du poids et de l'âge, que l'hyperglycémie chronique a des conséquences directes sur la matrice et les cellules osseuses, mais qu'elle exerce aussi des effets indirects délétères par le biais de l'inflammation et du stress oxydant. Et on a vu, de façon beaucoup plus rapide, mais de façon fondamentalement importante et vraisemblablement avec un apport dans les années à venir et une transformation peut-être des traitements, l'importance de la boucle de régulation leptine, tonus sympathique, ESP qui est un inhibiteur de cette formation, ostéocalcine dans la régulation de la sécrétion et de la sensibilité à l'insuline. Et je vous remercie pour votre attention.